Troisième et dernière partie de notre émission, de notre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la guerre en Iran et du Moyen-Orient qui s'embrase, le Moyen-Orient qui est à feu et à sang en ce moment. Quelles répercussions pour l'Afrique? Comme toujours, l'Afrique voit tout ça de loin. La guerre, si les Européens, les autres membres de l'OTAN disent c'est pas notre guerre, les Africains ont plus de raisons encore de dire que ce n'est pas leur guerre. Sauf que si la situation ne se règle pas au niveau du détroit d'Ormuz, c'est la flambée, ça va être la flambée. C'est une bonne nouvelle pour les économies. Pour ceux qui produisent du pétrole et du gaz. Oui, pour les autres, non. Surtout quand c'est l'inflation que ça va. L'Algérie, côté gaz, l'Algérie est déjà en train de tirer son épingle du jeu. Ensuite, nous avons le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville, dans une moindre mesure, le Gabon, et les deux nouveaux pays pétroliers, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bon, et la République démocratique du Congo a d'énormes réserves. Oui, il y a ça, mais moi, j'aimerais quand même revenir sur un point, c'est que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que l'atteinte qui est portée au droit international, les pays africains doivent s'en inquiéter absolument. Parce que le droit international est fait pour protéger d'abord les pays faibles. Vous voyez, c'est la garantie que vous êtes dans votre territoire, dans vos frontières, et que vous ne risquez pas qu'un pays tiers puisse vous agresser parce que vous êtes protégé par le droit international, parce que la communauté internationale sera prête à prendre des mesures pour mettre fin à cette agression. Vous voyez, bon, déjà la RDC connaît cette agression à l'Est déjà. Bon, aujourd'hui, de voir les États qui sont les États puissances, qui sont censés être les garants, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ordre international dans lequel nous vivons, c'est quand même les Américains qui ont été quand même à la pointe de cette organisation-là. De voir que ce sont les États-Unis qui sont en train d'enterrer cet ordre international, c'est quand même dangereux pour les États africains. Parce que ça veut dire que même les États faibles, si les États puissants ne respectent plus la loi, alors donc aujourd'hui, les États, même parmi les États faibles qui doivent être protégés par le droit international, tout est permis maintenant. C'est-à-dire que... Donc il n'y a plus les règles, on les respecte. On peut très bien, matin, se réveiller, les Américains ont débarqué à Niamey. Oui, absolument. Sinon, on enlève le président. C'est ça. Donc, premier aspect, les gardiens de l'ordre international ont sabordé cet ordre. Donc, tous les pays africains sujets des droits internationaux doivent s'en inquiéter parce que c'est dangereux pour tout le monde. Deuxième fait, si quelques États peuvent tirer leur épingle du jeu, la société, la population africaine, globalement la société civile, a beaucoup à s'inquiéter. Parce qu'il y aura de l'inflation. Il y aura de l'inflation et l'Iran, c'est un des plus gros producteurs d'engrais agricoles au monde après l'Ukraine. Donc on a déjà un souci avec l'Ukraine. Avec l'Iran, je pense que l'agriculture africaine a de quoi se faire des soucis. Troisième chose, c'est que l'espoir des pays du Sud, globalement, c'était les BRICS. Avec l'attaque de l'Iran, on est en train de faire éclater les BRICS parce que les gens ont comme l'impression que la Russie et la Chine n'interviennent pas. Sauf que pour qu'ils interviennent, il faut certaines conditions. C'est intéressant ce que vous dites. Et ça doit nous amener à répondre à la question, au fond, qui va perdre cette guerre? Elle va durer combien de temps? Comment envisager la suite maintenant? On nous dit, de toute façon, si les autres alliés de l'OTAN refusent d'aider, il va falloir débarquer des milliers de marines dans la région pour desserrer les taux. Devant des gens qui ont un rapport particulier à la mort, qui n'ont pas peur de la mort contrairement aux Occidentaux. Oui. Parce que, à mon avis, mais c'est très intéressant l'analyse de Kerwin, parce que il faut retenir que les BRICS, c'est pas une alliance militaire. C'est pas une alliance militaire. C'est un regroupement des États sur des aspirations un peu à la mutuelle. C'est-à-dire que le centre ne soit plus qu'en Occident, mais que le Sud aussi puisse peser de son poids. Avec l'émergence économique et tout ça. Donc, en fait, peut-être que les pays du BRICS devraient envisager des formes de coopération ou d'une alliance militaire pour se sécuriser. Voilà, parce que les pays de l'Occident ont l'OTAN, mais les BRICS n'ont pas d'accord militaire. Puisqu'il y a beaucoup qui disent pourquoi la Russie n'intervient pas. Il y a un bras militaire, un bras armé. Voilà, il y a un accord de coopération militaire entre l'Iran et la Russie, mais il n'y a pas un accord de défense. De défense mutuelle. Voilà, parce que la Russie n'a d'accord de défense qu'avec la Corée du Nord. Oui. Vous voyez, donc, alors, pour être plus concret et pragmatique, les Américains ne veulent pas perdre la face. Cette guerre prendra fin comment?
Mais bon, je pense qu'avec Donald Trump, tout est possible. C'est-à-dire que Donald Trump, il peut, un matin, prendre l'initiative d'engager... et dire que nous avons décapité les dirigeants iraniens, on a détruit leur marine, comme il a déjà dit, on a détruit leur base, etc. Donc, ils sont à terre. Maintenant, il appartient au peuple iranien de pouvoir prendre le relais. Nous, on considère que la mission est accomplie. Il peut le faire. Non, mais les Iraniens disent non, c'est nous qui détenons désormais la montre. Hein. Oui, mais pendant ce temps, ils sont en sommet de négocier avec les Américains. De négocier avec les Russes pour qu'ils calment l'Iran. Et que tout le monde saute par les hauts. Alors, ce qui va se passer, les États-Unis auront une victoire symbolique. L'Iran sera détruit pour un temps. Ça va demander de la reconstruction. Et puis, Israël se sentira en sécurité parce que les proxys ont été mis à genoux, mais pas complètement détruits. Et ils ont quand même lancé un nombre incalculable de bombes sur l'Iran. Et ils ont démontré leur savoir-faire avec l'histoire des BIP et surtout comment qu'ils ont tracé tous les dirigeants iraniens et même suscité les manifestations qu'on a eues dernièrement. Parce que les Israéliens l'ont revendiqué. Donc, quelque part, c'est leur vitrine, hein. Leur savoir-faire a été vraiment démontré à un niveau peut-être supérieur même à celui des États-Unis. Sauf que si l'initiative de la paix vient des Américains par le truchement des Russes, comme les Iraniens se sentent le vent en poupe, ils vont dire, écoutez, nous allons signer d'accord la paix, mais programme nucléaire, vous pouvez oublier. Oui, mais parce que les Iraniens, ils font maintenant comme les Ukrainiens, ils demandent des garanties de sécurité. Ils demandent des garanties de sécurité. Et puis, ils veulent de nouvelles conditions. Parce que comme ils ne font plus confiance aux Américains, chaque fois qu'ils négocient, il y a des bombardements qui arrivent après. Donc, les garanties de sécurité, elles vont consister en quoi? Donc ça encore, ça va demander des discussions, des débats pour pouvoir... Parce que les Iraniens ne veulent plus qu'après là, que ce soit juste une pause et qu'après 6 mois, qu'il y ait encore une campagne de bombardement. Vous voyez? Alors là, il faudrait aussi réactiver l'accord que les Chinois ont réussi à obtenir entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ensuite, résoudre le problème du Liban. Et au niveau d'Israël, il faut vraiment qu'on s'engage à trouver une solution déjà par rapport à Gaza et surtout aussi par rapport à leur sécurité. Ils ne peuvent plus continuer à vivre dans une région où tous les pays environnants semblent hostiles. Voilà. Mais pour Netanyahou, si le régime de Mollah est toujours au pouvoir, ça va être un échec. Donc pour lui, il va pas s'arrêter. Il y aura encore un troisième. Il faut un nouveau Begin. Il faut un nouveau Begin. Voilà, cela dépend maintenant des élections israéliennes parce que c'est un pays démocratique. Je pense que cette fois-ci, ils vont se dire, avec l'extrême droite, nous avons la guerre et réinsérons la gauche. Peut-être que quelqu'un va réactiver les accords d'Oslo et étendu aux autres pays de la région parce qu'ils ont beaucoup à gagner. Parce qu'il y a aussi, il faut le dire, il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui sont dans cet état d'esprit. Oui, bien sûr. Qui pensent à cette solution-là. Parce que, voilà, l'extrême droite israélienne nous embarque dans une sorte d'unilatéralisme ou de pensée unique où on pense ce qu'ils pensent, c'est ce que pensent tous les Israéliens. C'est pas vrai. Non. Il y a leur problème. Moi, je ne veux pas aborder ce chapitre-là. Non, mais ce que veut dire Kerwin, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de manifestations en Israël pour appeler quand même déjà à la justice. C'est-à-dire que le Premier ministre soit entendu et que les pouvoirs de la Cour suprême ne soient pas restreints. Donc il y a quand même, comme on l'a dit, Israël, c'est une démocratie. Donc il faut faire confiance au peuple israélien. S'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'orientation politique du pays, ils vont trouver une solution pour réorienter comme il faut. Et l'autre renseignement, c'est peut-être le dernier qu'on peut observer dans cette... Et je sais que 2 personnes, ou du moins quelques individus, ont comme ça le pouvoir de remodeler le monde. Oui, c'est le pouvoir, M. Togbi. Ça s'appelle le pouvoir. Paul Valéry a dit que la guerre, c'est lorsque plusieurs personnes qui ne se connaissent pas se battent pour le compte de quelques personnes qui se connaissent mais ne se battent pas. Non, mais moi j'irai plus loin. C'est un journaliste qui disait que la guerre, c'est lorsque les hommes politiques convainquent les journalistes d'écrire des articles sur une guerre à mener et que les journalistes commencent à en parler et que les politiques commencent à croire ce que ces journalistes disent.
Et au final, ils feront ce qui se passe. Et cette guerre nous fait malheureusement oublier celle que nous avions avant. Elle va finir comment, la guerre en Ukraine? Mais en fait, selon les renseignements de la CIA avec l'audition de Tulsi Gabbard, il dit que les Russes ne sont pas prêts à arrêter la guerre en Ukraine et qu'ils sont en position avantageuse. Donc, ils attendent que l'Ukraine puisse se retirer Et Poutine peut justement utiliser la situation de faiblesse de Donald Trump en Iran pour exiger et obtenir ce qu'il voulait en Ukraine. Déjà là, économiquement, comme on l'a dit, la Russie tire son épingle du jeu. Puisque Donald Trump a été obligé de lever l'embargo sur le pétrole russe. Donc, pour essayer de baisser le prix du pétrole sur le plan mondial. Donc, la Russie, aujourd'hui, est en pole position. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Je vois que vous avez une parfaite maîtrise du sujet et la problématique. Et ça fait plaisir d'échanger avec vous. On va observer comment la situation va évoluer et bien entendu... Et surtout pour les pays africains, imitons l'Iran en formant notre jeunesse et nos femmes, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aillent à l'université. C'est un véritable... Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment capital. Il faut quitter TikTok, il faut les bêtises que nous faisons sur... Oui, mais il y a ceux qui utilisent TikTok de façon intelligente. Ah oui, on est d'accord. Oui, mais en Afrique, on utilise TikTok pour les danses, des trucs comme ça. Bon, mais en fait, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut... Parce que quand on pense qu'en 2050, on va être à 2 milliards, c'est ça, avec au moins 70% des jeunes, si on ne pense pas à la formation de ces jeunes-là, il faut former des ingénieurs. Parce que le projet, je parle du Congo-Brazzaville que je connais bien, tous les jeunes, leur projet, c'est quoi? C'est de créer un parti politique ou d'entrer en politique parce qu'on va s'enrichir rapidement. Donc c'est un mauvais modèle. Ça. Ah non, c'est pas parce qu'on ne développe pas un pays avec les partis politiques. Non. Il faut créer des entreprises. Absolument. Pour créer des entreprises, il faut avoir des jeunes qui ont de la compétence et qui ont accès au crédit pour pouvoir monter leur boîte. Et pour que les jeunes aient de la compétence, il faut le dire. Il faut les former. Il faut les former. Oui. Et pour les former, il faut valoriser la fonction enseignante. Il faut que on fasse en sorte que l'enseignement attire plus de gens, que nos enseignants vivent bien. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, une fille qui montre ses fesses sur Internet gagne plus qu'un professeur d'université parce que nos professeurs d'université sont abandonnés, ils ne sont pas bien payés, au lycée, au collège non plus. C'est un scandale. Absolument. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Vous l'avez vu, le numéro de ce jour a été consacré au décryptage de la guerre en Iran. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes NCA sur le bouquet Canal+, Afrique 573 et en France sur Afrique 426. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci, Richard. Merci.